Bonjour, aujourd'hui on revient vers vous avec une sociologue. Sa spécialité, ce sont les riches, leur mode de vie, de sélection, de cooptation, de recrutement. Elle vient de publier avec son mari Le président des riches. Je suis sûr que vous voyez de qui je parle. Il s'agit de Monique Pinson-Charlot. Bonjour Monique. Bonjour. Un des premiers entretiens se déroulait avenue Foch, dans un salon qui devait faire plus de 300 mètres carrés. La dame qui me recevait était belle, vraiment d'une beauté extraordinaire. Et moi, je devais gérer l'entretien, je devais gérer mon magnétophone. Elle m'avait apporté une tasse de thé plus des petites mignardises. Donc, il y avait plein de choses qui se passaient dans mon petit ordinateur, ma petite cervelle, pour justement me dire attention, renverse pas ta tasse de thé, mais il faut que tu boives du thé quand même. Et j'étais obligée de me le dire, ça n'était pas naturel parce que j'étais tendue, j'étais pas à l'aise, j'étais dans une situation de violence symbolique tout à fait importante que cette dame ne pouvait pas imaginer. Alors, très souvent, donc les entretiens sont profondément inégalitaires, puisqu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir et l'autre qui l'a pas. On est donc dans un rapport de force, dans un rapport de domination que justement, il faut savoir maîtriser. Chacun va s'évaluer, mais ce que je tiens à bien dire, c'est que c'est chacun qui s'évalue. Le discours sera le résultat de cette interaction et pas forcément les qualités intrinsèques du candidat ou les qualités intrinsèques du recruteur. Moi, il me semble que la clé d'un bon entretien réside dans cette façon d'assumer ce que l'on est et de savoir évaluer et assumer sans rancœur ce qu'est l'autre. Si vous prenez tous les services de gestion privée des grandes banques, vous n'avez que des Patrice Demestre, vous n'avez que beaucoup de noms à particules. Au niveau le plus élevé, là on est dans un entre-soi social d'une pureté ethnique absolument extraordinaire. Les grands avocats fiscalistes sont tous issus de ce milieu. D'ailleurs, ça se comprend très bien. Le droit n'est pas enseigné au lycée et on choisit de faire du droit uniquement au niveau des études supérieures. Et qui fait du droit, ce sont massivement, évidemment, les membres des classes dominantes, parce que eux, ils ont vécu avec une culture juridique depuis leur plus petite enfance. C'est un dîner, je suis là face à un jeune homme qui non seulement a fait Polytechnique mais aussi HEC. Il a été invité par son oncle. Ça se passe dans un hôtel particulier de la rue de Pomereux dans le 16e arrondissement nord. Ce jour-là, il y a un évêque, il y a un général, il y a un membre de l'Institut et puis il y a un banquier. Et la conversation se noue. Et puis, le jeune homme fait comprendre au banquier de la Banque Lazare que ça l'intéresserait beaucoup, ne serait-ce que de commencer par faire un stage, ou peut-être une petite expérience dans cette banque. À la fin du repas, on échange les cartes de visite, on se dit « passez me voir demain », mais on sait déjà que tout est noué. Et ça s'est fait de façon sympathique, de façon conviviale, ça s'est fait comme la classe dominante fonctionne. La collusion est vraiment de fait, il n'y a pas besoin de mobiliser une théorie du complot, ça se fait de manière naturelle, avec des guillemets, dans le fonctionnement de ce groupe. Ça, c'est le critère des critères. Dans la grande bourgeoisie, on apprend l'anglais, l'espagnol, l'allemand, comme on apprend le français, c'est-à-dire comme une langue maternelle. Et donc la bourgeoisie, la noblesse sont des classes parfaitement internationales, parfaitement cosmopolites. Et c'est d'ailleurs pour ça que les écarts se sont creusés à ce point, c'est que cette classe était parfaitement prête à la mondialisation.
Ça a absolument confirmé tout ce que nous avions écrit, justement, de cette diversité des élites, les hommes politiques, vous voyez, qui viennent dîner, les dons et les contre-dons qui s'échangent entre tout ce monde. Et on est vraiment dans une classe sociale qui fonctionne sur un mode collectiviste, hein, et sur un mode fondamentalement solidaire. La classe doit être faite corps pour faire un corps de classe. Et pourquoi c'est si important que ça? C'est parce que il faut que les dominés se disent au fond, les dominants dominent, mais ça se voit. Ils nous sont supérieurs, ils ont des qualités innées supérieures. Alors qu'en réalité, vous avez bien compris que ce sont des qualités qui sont parfaitement construites, qui sont parfaitement acquises. Massivement, c'est une classe qui demande, qui exige l'individualisme pour les classes dominées, mais qui, elle, fonctionne sur un mode collectiviste. L'individualité est déniée au profit du groupe, au profit de la classe, tandis que dans les autres classes sociales, c'est la guerre des chefs, des petits chefs, c'est l'individualisme qui domine. Et donc, que faire des riches? Suivre leur exemple. Je suis travailleuse. J'ai une capacité de travail et d'énergie tout à fait extraordinaire. J'aimerais assumer mieux une richesse intérieure, j'aimerais assumer une certaine solitude que je ne suis pas capable aujourd'hui d'assumer, je le regrette beaucoup.